bonjour. Ce midi, nous sommes encore heureux de vous rencontrer et d'aller de faire la traversée du Québec avec vous pour aller rencontrer les artisans fromagers. C'est ce que nous faisons depuis quelques jours et encore aujourd'hui, notre ami Denis Cottin, artisan fromager lui-même, vient à la rencontre de Simon-Pierre Bolduc de la fromagerie La Station. Alors, nous allons laisser la place à Denis Cottin qui va pouvoir échanger avec Simon-Pierre et suite à ça, on se joindra à eux pour discuter un petit peu des enjeux des fromagers en 2021. Bonjour Simon-Pierre, ça fait très plaisir de te revoir aujourd'hui. Bonjour Denis. Voilà, je vois que tu as agrandi pas mal. Oui. Tu es rendu à 100 000 meules, là tu as le cap. La prochaine étape c'est 1 million, c'est ça que tu vises? Non. Mais pas demain. Oui, c'est vrai, on vient de finir là, un projet d'agrandissement. Fait qu'on a de la place pour maintenant affiner là, 30 000 meules de fromage. Donc, on va avoir de la place pour faire, c'est peut-être 3-4 fois plus de place qu'on avait. Mais oui, c'est pour faire un peu plus de fromage. Mais aussi, c'est pour pouvoir faire vieillir les fromages plus longtemps. Il y a comme l'Alfred le fermier. Donc, Alfred, tu le fais vieillir combien de temps? Tu le fais vieillir 8 mois dans sa version régulière qu'on va retrouver partout. Mais, tu peux aller à 1 an et demi. Exactement, 1 an et demi, 2 ans, puis la version grand cru qu'on appelle. Cette version-là est super populaire, mais pour faire un Alfred, faut continuer. Faut comme tripler l'espace tablette pour produire le même volume de fromage, parce qu'on le garde 3 fois plus longtemps. Fait que ça fait de la place, mais là, on a de la place pour pouvoir développer ça dans les prochaines années. Ouais. Une ferme familiale, tu as combien de vaches? On a une centaine de vaches qu'on traite. Une centaine de vaches. Ouais. La particularité, c'est que c'est les vaches qui se suivent de génération en génération, qui datent de ton grand-père ou de ton arrière-grand-père. C'est toujours le même troupeau. Et ça, c'est assez unique. C'est la race Holstein. Oui, la race Holstein. Et toi, ça ne te fatigue pas d'avoir des Holstein? Oui, ça nous fatigue. Tout le monde dit que la Holstein, elle produit beaucoup de lait, mais pas forcément un lait riche en protéines. Effectivement, c'est sûr que typiquement, la Holstein a été développée là, pour produire des grandes quantités de lait. C'est sûr que typiquement, instinctivement, pour faire du fromage, on va se retourner vers des vaches, là, la Suisse brune, la Montbéliarde. Avec les années, on a sélectionné des animaux, nos vaches, selon les besoins qu'on avait, vraiment. Fait que ce soit pour des vaches assez robustes pour qu'ils soient capables d'aller au pâturage, parce que nos vaches, ils passent l'été au pâturage pour se nourrir. C'est super important pour les fromages. Puis, absolument pour le goût. Oui, exactement. Aussi, la sélection des animaux par sa qualité de lait. Fait qu'on va sélectionner on va regarder des animaux qui vont avoir les meilleures propriétés pour faire du fromage. Au fil des ans, on se ramasse avec un troupeau Holstein fromager. Comme les Suisses, parce que les Suisses ont beaucoup, ils ont même aussi des Holstein rouges, très riches en matière grasse. C'est beau ta cathédrale, mais tu ne trouves pas que ça fait écho quand on se parle? Oui, c'est vrai que c'est écho, hein? C'est un bâtiment là, tout neuf c'est une nouvelle cave en fait. Puis là, c'est en aménagement, fait que quand on va ajouter les panneaux, les pancartes, ça va avoir un petit peu moins d'écho. Mais c'est haut pas parce qu'on aime les plafonds hauts, hein, c'est pas par hasard. C'est parce que quand on store nos fromages dans les caves, on utilise de la hauteur, ça nous permet d'optimiser l'espace, le pied carré. Parce qu'un pied carré de cave d'affinage, c'est quand même coûteux. Fait qu'on optimise un peu cet espace-là par la hauteur. Fait qu'il y a des plafonds à peu près de 20 pieds dans les nouvelles caves. Fait que ça permet de placer beaucoup de fromage par pied carré. Puis combien de fromages différents fais-tu ici maintenant? On fait 4 sortes de fromages principalement. Mais c'est toutes dans les mêmes familles? Oui, toutes dans la même famille. C'est un choix qu'on s'est donné là, de se spécialiser dans les croûtes lavées, des pâtes pressées à croûtes lavées. Donc, ferme. Demi-ferme et ferme. Demi-ferme et ferme. Donc, c'est un peu affinage long. Oui, affinage, de 2 mois à 2 ans. Dans les mêmes types de moules. Fait que c'est vraiment notre façon de faire pour l'instant. Fait que ça nous permet, avec ces 4 fromages-là, ça permet d'écouler tout le lait de la ferme. C'est une ferme biologique. Oui, une ferme biologique. Pas que la ferme, vous avez aussi une érablière. Oui, une érablière. Mon frère s'occupe de l'érablière et elle est biologique aussi. Puis on est tous bio, mais on peut parler aussi un peu de la famille.
Ah, la famille est bio aussi? Oui, la famille, on est tous certifiés. Donc, blague à part, c'est une entreprise, là, toi, Denis, tu dois savoir ça, mais c'est une entreprise de 4 générations ici. Fait qu'Alfred, le fromage Alfred, là, Alfred Bolduc, c'est mon notariat grand-père, qui a acheté la ferme en 1928 avec sa femme et sa famille, là, une ferme laitière depuis 4 générations, aussi une ferme acéricole aussi, parce qu'on a encore l'érablière qui est encore en production. Puis ensuite, il y a eu, ils sont fait Alfred, Aglaé, il y a eu Marcel, mon grand-père et Rita. Après ça, mes parents, Pierre et Carole, qui sont encore ici dans l'entreprise, très actifs. Donc, on est 3 frères. Martin, qui s'occupe des érablières, puis il travaille à la ferme aussi. Vincent, qui s'occupe de l'élevage. Puis moi, Simon-Pierre. Qui s'occupe des fromages. Des fromages, oui. Voilà. Donc, c'est nos parents qui ont fondé la fromagerie. C'était comme leur projet de retraite à l'époque, il faut mentionner ça. Fait que c'était l'idée de faire un fromage, de recevoir le touriste ici à la ferme, une petite fromagerie, c'était tout petit. Puis c'est comme ça que ça a commencé, le fromage de la station. Puis c'est eux aussi qui ont, il y a une vingtaine d'années, fait la transition vers l'agriculture biologique. C'est nos parents. Okay. Fait que nous, on a repris, quand on s'est associés, les 3 fils, là, en 2000... moi, j'ai commencé à travailler officiellement en 2004, mais en 2008, on s'est associés. Fait qu'on a poursuivi ça. On a mordu là-dedans, on trouvait ça bien trippant le fromage. On se disait, on va développer ça. Fait on a poursuivi le développement de l'entreprise. Ouais. Toute la famille ensemble avec les parents. Petit topo familial, ouais. Mise en contexte. C'est bien parce que la transition des entreprises, particulièrement des entreprises fermières, ici est très difficile parce que tout se passe au niveau du capital, de l'argent, des quotas, et ainsi de suite. Puis ça me fait penser en Champagne, en ce moment, par exemple, ils ne peuvent pas transférer une vigne parce que ça prend tellement de millions que les enfants ne sont pas capables de racheter les parents. Fait qu'ils sont obligés de vendre à l'extérieur. Et c'est un peu ce qui tue le modèle de développement, d'après moi, familial, tu vois, fermier, c'est quand oui, il y a une charge, là, la charge foncière, que ce soit le fond de terre, les bâtiments, le quota, c'est très, très élevé par rapport aux revenus d'une ferme. Fait que, oui, c'est un grand défi. Là, vous avez combien d'hectares vous avez ici sur la ferme à peu près? Je pense qu'on a entre 850 et 900 acres en culture, à part les boisés, les érablières. Tout en bio, parce que c'est une ferme, on est autosuffisant, fait on doit quand même avoir une bonne superficie. Parce que tout ce que les vaches vont manger, c'est un peu notre modèle d'affaires, ici, un peu notre modèle d'entreprise, notre vision d'agriculture. C'est que tout ce qu'on fait dans les champs, ce qu'on fait à la ferme, les soins qu'on donne à chaque étape va avoir un impact, une importance sur le produit, qui va donner une identité au fromage. Je t'apprends rien, mais nous, c'est comme ça qu'on travaille. Bonjour, messieurs. Alors, bonjour, mon nom est René Houd. Moi, je suis encanteur. Full-time auctioneer. On a fait venir plusieurs encanteurs, puis je l'avais déjà vu dans d'autres encans. Puis je l'ai trouvé bien qu'on restait un monsieur qui est bien... ça fitait. On les soigne, ils ont l'eau, ils ont le foin, la moulée, on a un pipeline, on a tout pour faire l'accommodation, si tu veux, d'une personne qui ne veut pas faire un camp à la ferme. Là, c'est clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe du transport, on s'occupe de la préparation, on s'occupe de la vente. Je pense qu'on a une très bonne équipe. Aïe, aïe, aïe! C'est écœurant! Aïe, aïe, aïe! Puis le résultat, ça a quand même été impressionnant. Ça pousse assez vite. On le voit quasiment pousser à vue d'œil. Il m'avait promis 5 tonnes de matière sèche à l'hectare, puis on l'a fait à la première coupe. Alors Simon-Pierre, bonjour. On est heureux de te retrouver avec Denis Cotin, notre artisan fromager. Bonjour. Tu es toi-même fromager. Oui, fromager. On est ici dans la nouvelle pièce qui va accueillir du public cet été, qui va venir faire de la dégustation, je pense, à Campton. Oui.
Et puis, moi, je te connais pas, mais la première fois que j'ai su que tu existais, c'est parce que j'ai su que Alfred, le fromage Alfred, gagnait au Casius. J'étais là et j'ai vu ça. Donc, je me suis dit un jour, j'irai voir sur place, c'est quoi la station. On a vu un peu avec Denis tout à l'heure, tu as expliqué un peu l'histoire. La question que j'avais envie de te poser dans le premier temps, puisque tu as participé à Caséus, donc tu as gagné des prix, est-ce que tu trouves qu'au Québec, on fait ce qu'il faut pour faire reconnaître le terroir du Québec? Est-ce qu'il y a les bonnes méthodes au Québec actuellement? Est-ce que Caséus suffit? C'est quoi les bonnes solutions? C'est une grande question. Mais c'est sûr, mais si on parle de Caséus, en tant que notre expérience, c'est sûr que c'est un outil qui est intéressant, là, vraiment un concours qui nous, on s'est un peu fait découvrir par les concours, en fait. On a pris la chance de faire découvrir nos fromages, puis quand les premiers prix qu'on a gagnés, c'était génial parce que on a commencé à exister là. C'est ce qui a commencé à donner une couverture médiatique. Oui, exactement. Donner de la crédibilité aussi à ce qu'on fait par rapport à des acteurs du milieu, que ce soit la clientèle, que ce soit peu importe, hein, que ce soit les institutions financières ou d'autres partenaires d'affaires, ça permet de donner de la crédibilité à l'entreprise. Oui, Casius, ça, c'est vraiment c'est de quoi qui doit rester, puis qui doit se développer, puis qu'on doit continuer à mettre. Selon moi, c'est important de mettre que le MAPAC, puis le gouvernement continue à mettre des sous là-dedans, parce que pour les fromagers du Québec, c'est vraiment un outil intéressant. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est toujours la même année, toujours la même chose, les mêmes années? Parce que il y a eu les reproches que j'ai entendus, c'est très très souvent les mêmes fromageries. C'est Jean Morin qui gagne, c'est Marie-Chantal qui gagne, c'est Simon-Pierre qui gagne. Mais c'est parce que c'est les meilleurs. Moi je suis d'accord, mais j'en suis à penser à un modèle où on pourrait plutôt les faire tous les 2 ans. Et après 3 fois que tu as gagné le premier prix dans ta catégorie, tu deviens émérite. Et tu ne te présentes plus en compétition parce que tu es la Céline Dion du fromage. Tu es émérite et donc tu n'as plus besoin pour laisser que les autres puissent se mesurer. Mais oui, on parle, tu sais, moi je te coupe, mais on parle souvent du fromage qui est gagnant, mais tu sais, je pense que quand un fromage du Québec gagne un premier prix, je pense que c'est majoritairement tous les fromages au Québec qui gagnent. Je pense que c'est important. Non, mais Caséus, c'est qu'au Québec. Ça ne peut pas être un fromage à l'extérieur. Non, mais exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bon pour tout le monde. Parce qu'on parle de la qualité des fromages. C'est une visibilité pour les fromages en général. Je pense que c'est une visibilité pour les fromages en général. Ça fait rayonner les produits. On parle des bons produits du Québec. Ça devient comme dans le discours des gens. Mais qu'il soit 1 an ou 2 ans, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais surtout quand on compile tous les concours canadiens, les concours ici, il y a World Cheese Award, c'est sûr qu'il y en a beaucoup de concours. C'est parce que ce qui m'embête, c'est quand j'entends dire qu'il y a eu des ordres de donner au juge pour que tel fromage ne soit pas lui qui gagne. Ça, je suis pas d'accord. Parce que ça fait trop souvent qu'il gagne, puis c'est toujours le même qui gagne, puis ainsi de suite. C'est dans ce sens-là. Et à contrario, ça ne t'implique pas, mais je me rappelle il y a quelques années un fromage de chèvre que tout le monde était ébahi et qui goûtait, qui était dégueulasse, et qu'à la dégustation au musée des Beaux-Arts à Québec, j'ai pas vu grand monde qui la gardait dans sa bouche. Hein. Je l'ai vu prendre le bord des poubelles plus souvent qu'à son tour. Et c'était lui qui avait gagné. Et quand j'ai demandé, mais comment vous avez pu faire gagner ce fromage-là? On m'a répondu, ah mais Monsieur Cotin, vous ne comprenez pas, il fallait donner la chance à un nouveau. Mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est peut-être pour ça que c'est souvent les mêmes qui gagnent. Une autre question que j'aurais, moi, c'est concernant les consommateurs. On sait que le consommateur, c'est quand même le bout de la chaîne, c'est important. Oui. Est-ce que, là, je sais que vous préparez des choses pour la dégustation, pour l'été, tout ça. Est-ce que vous diriez que la pandémie a changé quelque chose dans le rapport aux consommateurs? Est-ce que ça les a rapprochés? Est-ce que ça a créé une nouvelle dynamique? Vous ne l'avez pas encore senti? On l'a senti, oui, la pandémie a un impact. On l'a tous entendu, le gouvernement à l'époque a dit mais encourager les produits du Québec, c'est important, les temps vont être durs, on est en pandémie. Fait que les gens au Québec ont vraiment acheté localement. C'était concret en fait. Nous, on l'a entendu durant la pandémie, on s'est dit ça va-tu se passer ou pas. C'était un moment avec plein d'incertitudes dans tous les domaines. Le fromage, on ne faisait pas à part, on n'était pas à part de ça. Mais les gens ont vraiment été au rendez-vous.
Puis oui, je pense que ça a conscientisé les gens. J'ai hâte de voir après, on a hâte de voir après la pandémie si ces bonnes habitudes-là vont se poursuivre, mais j'espère que oui, pour un certain pourcentage. Mais oui, les gens étaient là, nous, puis on a eu beaucoup d'achalandage là, à la ferme durant tout l'été passé, l'automne, l'hiver. Fait que oui, c'était le fun. On était très reconnaissants l'été passé de voir les gens débarquer puis être là pour acheter des produits du Québec. C'est vraiment le fun parce qu'on a vécu 3 mois plus tranquille, les premiers 3 mois. Là, les gens étaient là en début. Tu disais tout à l'heure à Denis que vous êtes une ferme bio, en fait. Oui. 130 vaches, je pense, c'est ça? Oui, 100 vaches en lactation, mais avec la relève et tout. Là, on dirait. 100 vaches en lactation bio. Oui. Puis là, tu parlais d'autosuffisance. J'ai revu dans le discours, l'échange que tu as eu avec Denis, tu disais on est autosuffisant. Oui. Ça, c'est un message qui passe bien en ce moment. Oui. Et vous êtes capable de fournir votre troupeau sans aller à l'extérieur. Vous êtes capable de rester bio sans acheter à l'extérieur, totalement avec ce que vous produisez sur la ferme. Oui, maintenant, oui. À une époque, il y a peut-être 2-3 ans, on n'était pas capable parce qu'on ne faisait pas le maïs, on l'achetait en Montérégie chez des producteurs qu'on connaissait. Mais là, on a eu la chance d'acquérir des nouvelles terres, fait qu'on peut produire. Là, ça, j'imagine que pour le consommateur, ça aussi, c'est un côté marketing intéressant. Oui, c'est un côté marketing intéressant, puis c'est le fun aussi de savoir ce que nos vaches mangent, comment que ça a été produit. Mais ça peut, on n'est pas à l'abri d'une sécheresse ou s'il manque de foin, mais on a toujours des ressources là, pour pouvoir s'approvisionner s'il y aurait des problèmes. Mais c'est principalement puis majoritairement, là, c'est 100%. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'est une bonne question. Le caséus conjugué avec le bio, parce que moi j'ai trouvé que ça vous confirmait, dans ton cas à toi, que ça vous confirmait auprès des détaillants. Oui. Parce que le premier à convaincre, c'est pas finalement le client, c'est le détaillant qui va commander ton fromage pour le proposer à ses clients. Oui. Et si lui n'est pas convaincu que ton fromage est excellent, c'est vrai, c'est une bonne nuance en fait pour mettre en marché un fromage. Il y a comme 2 étapes où c'est vrai que la clientèle à convaincre est le plus important, mais aussi les détaillants. Parce que si les détaillants sont pas convaincus, si ton fromage n'est pas sur une tablette, mais les gens ne peuvent pas l'acheter non plus. Là. Ben ça c'est un autre enjeu. Ça rejoint l'enjeu que nous on a abordé plusieurs fois, la synergie en fait, entre le producteur, le transformateur, le distributeur, le consommateur. On n'est pas toujours sûr au Québec, au Canada, que la synergie fonctionne. Dans le lait, on voit des fois il y a comme des soubresauts. Mais une des questions d'ailleurs par rapport à ça, c'est puis je l'ai posé aussi à Jean Morin quand on l'a rencontré, c'est Luc Boivin qui nous est souvent venu dans nos émissions pour nous dire qu'il était un peu exacerbé de voir le prix du lait à 90 $ l'hectolitre, ce qui est coûteux pour un fromager de petite taille moyenne. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez aussi ou ça n'a pas vraiment d'incidence sur votre fromage? Nous, on est producteur et on est fromager. On a comme deux... Vous n'avez jamais acheté de lait à l'extérieur? Non, on n'a jamais acheté de lait à l'extérieur. Oui, on achète du lait parce qu'on passe par la fédération, mais c'est notre lait, mais on est quand même assujetti au même coût du marché. C'est ça, Simon-Pierre, un des angles, j'aimerais ça que tu nous parles, en fait, c'est que, on a eu des échanges avec plusieurs fromagers, dont Luc Boivin. Souvent est revenu le discours il y a un manque de synergie dans le monde du lait entre le producteur, le transformateur, le distributeur, le consommateur. Et souvent, là où on a mis un doigt sur un bobo, c'est le prix du lait. On dit que le prix du lait, au Québec, ça coûte cher par rapport à ailleurs, il y a la gestion de l'œuf, c'est correct, ça permet à tout le monde d'avoir un niveau de vie très acceptable. Mais ce qu'ont mis en avant certains fromagers, certains transformateurs, c'est mais le lait de commodité, il n'est pas cher. Puis le lait pour faire des fromages de spécialité à 90 $ l'hectolitre, il est trop cher. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'il est trop cher? Est-ce que c'est ce qui va empêcher de compétitionner les fromages importés qui arrivent à grande pochetée avec les totaux internationaux? Est-ce qu'il va falloir un jour faire en sorte que le lait de fromage de spécificité, de terroir, ait accès à du lait moins cher? Mais en étant producteur de lait bio, moi, comme je disais, j'ai 2 chapeaux. C'est sûr que c'est toujours une question de vision de l'agriculture qu'on veut avoir. Est-ce qu'on veut des... C'est sûr qu'on a un modèle d'une petite ferme, une ferme de 100 vaches, on peut catégorie ça dans une petite ferme, tout dépendamment, tout dépendamment. Mais le problème, c'est que tout augmente à une vitesse impressionnante. C'est la valeur des terres, c'est très, très... Les terres augmentent.
les coûts de construction d'un bâtiment agricole, ça coûte très, très cher. Donc, on se ramasse avec des coûts de production super élevés. Moi, je crois que le lait peut difficilement être moins cher que ça, mais après ça, si on veut que le lait soit moins cher, dans certains pays, l'État intervient pour réduire les coûts de production, ou les fermes sont vraiment plus grandes. Moi, je crois que pour le prix du... Mais c'est peut-être pas le lait moins cher payé aux producteurs, c'est peut-être la question qui se pose, c'est... OK, la question, c'est... Est-ce que toutes les questions sont bonnes, mais la question sur laquelle je m'interpelle, c'est est-ce qu'il y a un trop grand écart entre le prix du lait pour le fromage de commodité versus le lait pour du fromage de terroir? OK. Je connais pas les classes dans le détail, là. C'est parce que certains fromagers, certains artisans fromagers nous disent, ben oui, mais moi, mon lait à 90 $ avec litre, c'est trop cher. Oui. Je voudrais le payer moins cher. Mais c'est parce qu'il va falloir que quelqu'un paye le lait. Si on veut garder la même moyenne, il va falloir que quelqu'un paye son lait plus cher. Oui, exactement. C'est ça. C'est comme, il y en a qui payent moins cher, il y en a qui payent plus cher. Il y a le prix moyen à la ferme, tu sais. Après ça, il y a la différence de prix entre chaque classe. Qu'est-ce que tu penses quand il y en a qui nous disent qu'il faut aller au niveau des États-Unis ou à la bourse de Chicago, le cheddar est à 1,98 la livre? Est-ce que tu as envie de vendre du cheddar à 1,98 la livre? Non. Ça sert à quoi? Nos voisins du Vermont sont payés à 50 cents le litre. Ouais. À 50 cents le litre, moi je ne vois pas comment un producteur peut s'en sortir. Non, mais c'est ça, tu peux pas faire de la belle agriculture. Tu peux pas. C'est pas impossible. C'est ça, tu dois tourner les coins ronds. Si le prix hectolitre est trop bas, tu peux pas tout faire. Après ça, il y a comme une... Nous, on a décidé de mettre de l'emphase. On a une ferme bio, on a des pratiques culturelles qu'on essaie d'améliorer. Il n'y a rien de parfait dans la vie, mais on travaille toujours à améliorer notre truc, oui, parce que le confort des animaux. Vous avez pris des virages solides. Oui, mais ça a un impact sur le prix. Supprimer Puis le consommateur, ce que je comprends, c'est que le fromage de spécificité avec des pratiques mettons, durables, on va dire, fait en sorte que le consommateur, lui, est prêt à aller mettre le prix nécessaire. Oui. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a des produits qui sont faits à plus grande échelle. Là, il y a d'autres enjeux. Mais pour nous autres, c'est ce qu'on propose. Puis c'est sûr que ça a un coût. Là, on peut pas... Mais qu'est-ce que tu penses cette année de la compétition directe des détaillants qui sont devenus des importateurs de fromage? Donc les détaillants qui offraient des fromages à vendre, maintenant, en plus, ont des priorités parce qu'ils disent « Oui, mais j'ai des quotas, j'ai acheté des fromages en France ou ailleurs, et donc il faut que je me dépêche de les vendre. » Donc, ils retardent ces achats au Québec pour passer ces fromages d'importation. Est-ce que toi, comment tu vois ça? Parce qu'ils jouent sur deux tableaux. Oui, ça... Est-ce qu'il y a un illogisme que des détaillants et des quotas d'importation? Qui aurait dû avoir les quotas? Ça, c'est la question. Ben, moi, ce que je vois dans son modèle à lui, qui est extraordinaire, c'est que vous avez un distributeur spécialisé dans les fromages fermiers au Québec. Et parce que ce distributeur est efficace et efficient, ça leur permet de se positionner parce qu'il les aide. Okay? C'est la chaîne qui se tient ensemble. Mais à partir du moment où il arrive chez les détaillants, où les détaillants ne le tiennent plus, parce que les détaillants vont dire, ben là, je suis pris, j'ai d'autres fromages qui arrivent de Hollande ou d'ailleurs. Alors Simon-Pierre, en tout cas, on vous remercie pour cet accueil. On vous souhaite beaucoup de visites cet été. On espère que la pandémie qui nous permet de déconfiner prochainement va permettre d'avoir beaucoup de monde qui va venir à la station. Et merci pour votre visite. Alors comme vous le voyez, encore une fois ce midi, une très belle rencontre avec un artisan fromager du Québec, Simon-Pierre Bolduc. Nous étions à la fromagerie La Station. Nous vous invitons à continuer de suivre la quotidienne qui, au cours des prochaines semaines, va encore se promener à travers le Québec.